Nous sommes toujours en direct ici sur NetExplo, l'app NetExplo et leséchos.fr. Nous allons parler de l'usine du futur qui, en plus, dans ce contexte, prend une autre dimension avec notamment des enjeux de relocalisation dans le cadre de, dans ce contexte sanitaire perturbant. Mais finalement, l'usine du futur, c'est une usine qui est de plus en plus robotisée, de plus en plus simplifiée, de plus en plus technique aussi. Et quid finalement de ceux qui tenaient les machines avant et encore aujourd'hui, quid de ces humains pour faire fabriquer, pour faire fonctionner ces usines. Ludovic Donati, Chief Digital Officer chez Eramet, bienvenue. Vous êtes un de nos invités sur cette table ronde. Bienvenue à vous, bonjour. Également François Desnoyers, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'homologue un petit peu de Ludovic. Vous êtes Chief Digital Officer chez Safran Landing Systems. Bienvenue à vous. Vous êtes déplacé de loin pour venir nous voir? Pas très loin, de Vélizy. De Vélizy, bon ça va, tout va bien. Et puis Pierre Bagnon, bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes chez Capgemini Invent. Vous êtes en charge de la Smart Factory. On va justement rentrer un peu dans le vif du sujet avec vous. Alors, je vais être un peu direct sur un tour de table. On va faire assez court. Je vous propose cet exercice. On parle d'usine du futur. J'aimerais qu'on parle de l'usine du présent. À quoi ressemble l'usine du présent aujourd'hui pour vous? Chez nous, l'usine du présent, elle ressemble à une usine comme on connaît, avec la nécessité de prendre des décisions et d'aller de plus en plus vite. Parce que le temps passe de plus en plus vite et il faut qu'on soit de plus en plus efficace. Et donc pour nous, ensuite, l'usine du futur, ça va être la capacité à pouvoir prendre des décisions grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des capteurs connectés, etc., pour être de plus en plus efficace. Vous avez quelques chiffres à nous donner justement, Eramet et son industrie manufacturière? Eramet, en fait, on a deux grandes activités, l'extraction minière et ensuite la métallurgie, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur toute la chaîne de valeur des métaux, depuis l'extraction de la terre jusqu'à l'extraction des métaux et la fabrication d'alliages à haute performance. On est 13 000 collaborateurs répartis dans une vingtaine de pays. On a donc deux grandes divisions. Sur la partie minière, c'est 75% de notre chiffre d'affaires, qui est de 4 milliards d'euros en tout, et puis 1 milliard d'euros sur l'aéronautique. Merci pour tous ces chiffres. Du côté de Safran, pareil. Peut-être un mot sur votre métier, et puis surtout, votre vision de l'usine d'aujourd'hui, au moins aujourd'hui en Europe, on va dire. Parce que, alors, notre métier, donc, moi je vais parler pour Safran Landing Systems. Donc, notre métier, c'est de faire des trains d'atterrissage. Mais un train d'atterrissage, en fait, c'est tout sauf un produit unique. C'est une partie métallique. Et donc, du coup, on consomme des grosses pièces d'acier technique. Mais c'est aussi des freins carbone qui s'usent à chaque cycle d'atterrissage et que l'on remplace régulièrement. Donc, on a finalement 4 business units chez Safran Landing Systems qui permettent d'aller faire tout ce qu'il faut pour qu'un avion se pose, se dirige au sol en toute sécurité. Et donc on a des usines qui ont des activités très différentes, avec une notation plus métallurgique, plus hydraulique pour certaines, et de la fabrication du carbone. Et moi ce que j'ai envie de dire, c'est que l'usine du présent aujourd'hui, elle ressemble, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, elle ressemble beaucoup aux usines qu'on connaît, mais en ultra optimisé, parce que finalement, depuis des années, on structure nos manières de faire avec des méthodes d'optimisation, comme le Lean Manufacturing, le Six Sigma, etc. Et ça a créé une tendance à l'optimisation. Donc je dirais que notre usine, en fait, quelqu'un qui se réveillerait après un siècle de sommeil, il saurait toujours dire ça c'est une usine en fait, parce qu'il reconnaîtrait l'objet, bien que évidemment elle a progressé dans tous les domaines, le respect de l'environnement, l'organisation du travail, la santé des collaborateurs au travail, la performance, etc., etc. Mais c'est un objet optimisé pour moi et c'est pas un objet encore totalement transformé par les nouvelles technologies. Et vous, pour vous, Pierre, votre vision vous connaissez bien le monde de l'industrie. Vous êtes passé, je crois, par Bosch. Tout à fait. Moi, je suis un ancien industriel, donc j'ai vécu dans les usines. J'étais patron de sites de production. Et si on prend un peu de recul, finalement, l'usine d'aujourd'hui, c'est la résultante des 20 dernières années, un peu schématiquement. Les industriels ont énormément investi dans la robotisation, l'automatisation. On va en parler, il y a encore beaucoup à faire, certes, mais également des transferts de production vers des pays à bas coût. Et finalement, la résultante, ça dépend des secteurs. On a des secteurs comme la chimie, l'automobile, l'électronique qui sont fortement avancés en termes de robotisation et d'autres peut-être où le potentiel qu'on va faire, on peut citer la pharma, on peut citer l'aéronautique. Et finalement,
Certes, il y a énormément de process, de machines aujourd'hui qui sont connectées et de belles applications autour de l'intelligence artificielle. Et pourtant, quand on va vraiment sur site, beaucoup des savoir-faire sont encore dans la tête des techniciens, des opérateurs. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est des emplois, mais des emplois qui vont évoluer. Et les machines, quand bien même elles sont connectées, en fait, ces données ne transitent pas en fait, de système en système, de machine en machine, et ce qui ouvre finalement le champ des possibles en termes de digitalisation, de robotisation, de manière assez forte. Et quand on se compare effectivement à d'autres pays, on voit, on peut citer la Corée, on peut citer l'Allemagne, que l'étape à franchir encore est encore devant nous. Je m'arrête un petit peu sur l'Allemagne, justement. Ils sont très avancés, justement, sur l'usine du futur. On connaît l'Allemagne pour sa capacité manufacturière, industrielle importante. Il y a une différence, vous pensez, entre ce qui se fait chez nous et chez eux ? Alors, il y a une différence que les Allemands ont été plus agressifs justement pendant cette phase de robotisation, pendant les 20 dernières années. Pour citer quelques chiffres, finalement, il y a 20 ans, le point de départ était à peu près équivalent entre la France et l'Allemagne, si on regarde en fait, dans la part du PIB, en fait, la partie industrielle. Et 20 ans plus tard, donc aujourd'hui, si on prend le nombre de robots industriels installés, finalement, il y en a 30 000 en France et 200 000 en Allemagne. Ah oui, alors, il y a eu un gros débat de est-ce que c'était destructeur ou pas d'emplois, finalement, et c'est 20 ans après qu'on voit que l'Allemagne a gardé une forte partie de son PIB autour de l'industriel, avec des emplois qui ont certes été modifiés, et exporte énormément. Donc finalement, on va pouvoir débattre autour de la digitalisation, mais la robotisation montre qu'elle a plutôt permis finalement des progrès autour de l'optimisation, de la performance, mais de garder également du savoir-faire et des emplois industriels. Au sein de vos entreprises, comment est-ce qu'on a robotisé les usines, les sites en fait, de production ? Ça s'est fait quoi vous diriez sur les 5 dernières années massivement, plutôt plus, plutôt moins ? Alors moi je dirais qu'on commence, parce que nous on a fait le choix justement par rapport à nos sites d'implantation, on est en Nouvelle-Calédonie, on est au Gabon, alors on est aussi en France, mais la robotisation n'est pas apparue pour nous dans la plupart de nos secteurs comme étant la priorité absolue. La première priorité c'était la digitalisation, donc être capable d'avoir plus de données en temps réel et de pouvoir être plus efficace. Donc on a commencé là depuis quelques années justement à s'équiper en capteurs connectés pour aller vers la maintenance prédictive, pour optimiser nos consommations d'énergie. On a effectivement quelques expériences de robotisation dans des secteurs sur la métallurgie haute performance où on a la nécessité d'avoir des cycles courts avec des reproduits exactement avec une meilleure qualité possible les pièces, mais la plupart du temps en fait on va plutôt s'axer sur la digitalisation et l'accès aux données qui vont nous permettre d'être plus efficaces que sur de la robotisation complète d'une chaîne de production. Pourquoi vous diriez? Parce que vous aviez plus d'urgence à connecter, on va dire, vos actifs et vos machines plutôt que de les robotiser? Ou est-ce que c'est économique comme choix? Oui, le choix, alors en fait il y a deux choix. Le premier choix il est économique, effectivement. On a plutôt intérêt à avoir accès à de la donnée et à pouvoir traiter cette donnée pour optimiser notre procédé de production. Et ensuite, quand on est au Gabon, quand on est en Nouvelle-Calédonie, on est le premier employeur privé du pays. On ne va pas tout de suite robotiser toutes les fonctions, ce qui signifierait aussi une perte d'emploi et finalement quelle responsabilité en fait pour l'entreprise dans les pays dans lesquels on évolue. Mais on va plutôt au contraire donner les outils qui vont permettre aux personnes métiers qui vont faire de la production de minerais, qui vont faire de la production d'alliage, d'être les plus efficaces possibles. Chez Safran, vous avez misé sur quoi? Le digital ou le robot? La robotisation a déjà démarré il y a plusieurs années. L'aéronautique est un secteur extrêmement touché en ce moment parce que les avions ne volent plus ou très peu, même si ça repart pas autant que l'on voudrait. Oui. Mais il y a encore 6 mois, on était sur des perspectives de croissance du trafic aérien régulières depuis plusieurs années. Et donc ça se traduisait chez nous par une forte hausse des cadences et donc du coup ça a beaucoup tiré une démarche d'optimisation de la production, de notre productivité et puis de la capacité à produire de plus en plus de pièces pour nos clients. Et donc ça crée un terreau extrêmement favorable en plus de ce dont je vous parlais tout à l'heure qui est cette démarche d'optimisation et de ligne de standardisation des méthodes qui est un petit peu partout présente sur chacun de nos sites pour faire émerger partout des robots et des machines-outils de plus en plus performantes là où ça avait du sens.
Il faut souhaiter que l'usine soit plus robotisée, plus automatisée. Est-ce qu'il faut le souhaiter finalement pour qu'on puisse être plus compétitif, plus rapide, que les hommes soient concentrés sur leur créativité, leur intuition, ce que ne peut pas toujours faire une machine? Moi, je pense qu'il faut souhaiter avoir les outils les plus performants possibles. Par contre, il faut bien laisser les machines et les robots à leur place d'outils. C'est-à-dire, il ne faut pas les opposer, il ne faut pas opposer les hommes dans les usines et puis les robots. Non, ça reste des hommes avec les meilleurs outils possibles. Et donc, nos managers, nos patrons de site, nos responsables industriels, ils doivent avoir à cœur de fournir les meilleurs outils possibles à nos employés en usine, de manière à ce qu'on soit le plus performant possible avec un outil qui est toujours plus performant et qui peut aussi être valorisant, parce que la technologie peut être valorisante pour les gens qui l'utilisent. Moi, j'ai un regard plutôt positif sur la technologie, si elle est accompagnée humainement. Et c'est le cas aujourd'hui chez nous. Moi, je pense que le domaine dans lequel on peut le souhaiter, c'est vraiment sur la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des opérations historiques qui sont vraiment très dangereuses en métallurgie, dans lesquelles l'humain est à côté d'une barre très chaude, par exemple à 1000 degrés. Et là, effectivement, on a tout intérêt à automatiser et à s'assurer que tout se passe en meilleure sécurité possible. Ensuite, je rejoins exactement ce que vous dites. Pour d'autres tâches, on a plutôt intérêt à laisser les machines à leur place et les humains pouvoir prendre des décisions. Vous aussi, vous êtes plutôt de cet avis? De notre point de vue, la digitalisation, comme la robotisation finalement dans le passé, va se faire par étapes, de manière incrémentale. Et il ne faut pas en avoir peur nécessairement. Je pense qu'effectivement, c'est un investissement pour le futur. Ce qui est clair, c'est qu'en Europe de l'Ouest, on ne va pas pouvoir se battre contre une concurrence qui a dans des pays avec des plus bas coûts de main-d'œuvre. Donc il faut trouver des nouveaux services, il faut pouvoir apporter de la performance. Et ça passe par de l'investissement. Qu'il s'agit de la robotique ou de la digitalisation, c'est un investissement qui est absolument nécessaire. Et l'exemple de pays industrialisés, on peut là maintenant citer la Suisse, le Japon, qui ont massivement industrialisé, qui ont des taux horaires bien supérieurs à les nôtres, ont gardé en fait des emplois industriels, des emplois d'opération. Je crois qu'une des bonnes nouvelles, pour rebondir sur le point de logique, c'est que le coût marginal finalement de ces technologies aujourd'hui est bien moindre. Il faut plus l'appréhender comme des nouveaux outils qui vont être apportés aux opérateurs et aux techniciens. Il va y avoir certes des évolutions des métiers, mais c'est principalement des nouveaux outils. Et pour citer quelques chiffres, finalement, aujourd'hui, nous, on observe tous les 2 ans les industriels et leur appétence en fait, pour des grands programmes de digitalisation et de robotisation. Aujourd'hui, 68% sont engagés avec des moyens significatifs, contre 47% il y a 2 ans. Donc, le premier message, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et les investissements consacrés en fait, à ce domaine ont augmenté de 70%. Et ces industriels-là font des gains. Alors, c'est des gains de performance, de productivité, mais c'est également des nouveaux services, des nouveaux produits qui vont pouvoir entrer en production dans des temps plus restreints. Et c'est une manière, en fait, pour l'Europe occidentale, notamment, de se différencier contre d'autres pays. Alors moi, l'usine n'est pas mon sujet spécifique. Je suis bien moins experte que vous. Néanmoins, j'ai regardé un peu ce qui se faisait du côté de chez Elon Musk, ce qui se met quand même assez vite sur la rupture technologique et notamment sur des secteurs comme l'automobile, l'espace, etc. La construction de tunnels également. Je vous invite à regarder sur son site Boring Company toutes les expérimentations qui sont faites là-dessus. Et notamment, on voit une partie de ces usines qui sont ultra robotisées. C'est extrêmement sophistiqué, tout en reprenant les codes de, j'allais dire, ne m'en voulez pas, la bonne vieille usine européenne, parce qu'on a une longue tradition de manufacturing en Europe et tout à fait encore compétitive. Et c'est un mix un peu des deux, ce qui fait ce bonhomme-là. Comment vous le voyez-vous de votre côté? C'est ça l'usine du futur? Il pourrait avoir inventé l'usine du futur, Elon Musk? Je ne sais pas si Elon Musk a inventé l'usine du futur, mais en tout cas, ce que je peux rejoindre, c'est que effectivement, en fait, Elon Musk, quand il conçoit son usine, somme toute assez nouvelle, il peut se permettre d'utiliser toute la technologie possible et de robotiser. Voilà. Oui. Nous, je vais vous donner un exemple sur les mines. Alors, il y a les mines de fer qui sont en Australie, qui sont devenues complètement automatisées. Donc, vous avez des camions autonomes, vous avez des trains autonomes, donc extraction de minerais, convoyage dans les trains et remplissage du minerai dans les bateaux pour ensuite fabriquer de l'acier.
Ça, c'est Rio Tinto, BHP, les grands mineurs deviennent complètement autonomes. Nous, quand on est en Nouvelle-Calédonie sur des petites mines de nickel, Nouvelle-Calédonie, c'est 270 000 personnes et le nickel et l'industrie du nickel, c'est la première, c'est le premier contributeur du PIB. On ne va pas tout automatiser d'un coup. D'autant plus qu'on n'a pas forcément sur des camions qui sont plus petits que sur le minerai de fer la possibilité d'automatiser. Donc au contraire, on va équiper les chauffeurs d'outils qui vont leur permettre de travailler en meilleure sécurité, avec de la détection anti-fatigue par exemple, avec de l'aide à la conduite. Et on va aussi les équiper avec des capteurs qui vont leur permettre de voir comment mieux extraire le minerai et donc être plus productif. Je parlais de l'exemple. Merci pour cet exemple-là. On a 2 minutes pour terminer rapidement sur cette usine du futur qui m'inspire via Elon Musk. Il n'y a pas qu'Elon Musk, bien sûr. Il y a aussi d'autres entrepreneurs très connus qui font aujourd'hui, qui rendent sophistiqué en fait vraiment le manufacturing. C'est ça qui est intéressant. Comment vous le percevez, vous? C'est menaçant, c'est inspirant? C'est un bon mix? Non, c'est absolument pas une menace. Finalement, quand on est, quel que soit le secteur, on dirige une usine, ce qu'on observe, c'est vous gérez un chaos quotidien. Il y a des ruptures d'approvisionnement en permanence, des machines qui cassent, vous avez potentiellement une grève, de l'absentéisme. La réalité, elle est là, et même chez Elon Musk. Certes, tout est digitalisé, tout est data-driven, mais Elon Musk fait face à ces problèmes. Et quand on regarde ces problèmes, finalement, par rapport à la robotisation, les exemples que vous donniez, on voit bien que le potentiel de gain, il est souvent incrémental, il se fait de 2, 3, voire 5%, mais d'années de manière récurrente, et que la performance, finalement, et l'optimisation va se faire à ce rythme-là. Ça a été le cas lors du Lean, du Six Sigma, et ça va continuer. Certes, il y a des modèles en rupture, et celui de Tesla est intéressant, parce que partant d'une page blanche, ils ont pu réinventer un modèle, mais une usine reste des murs, des machines et des hommes et des femmes. Et il faut que tout le monde cohabite. Oui, moi je trouve qu'Elon Musk, on peut lui dire merci, parce que c'est un excellent communicant, et il contribue à donner une image attrayante, séduisante de l'industrie et de sciences lourdes. Et je trouve que c'est superbe. Alors après, je partage complètement ce qui a été dit. Quand on va dans le détail des problèmes quotidiens, je ne suis pas totalement certain qu'il ait inventé l'usine du futur, parce qu'in fine, son usine ressemble encore beaucoup à nos objets industriels. Mais par contre, en termes de rêve, il a apporté quelque chose. Ouais. C'est bien, bon, c'est un contributeur, on va dire, à l'usine du futur. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être intervenus sur cette discussion de l'usine du futur. Vous êtes les bienvenus, évidemment, sur les prochaines tables rondes. On va passer à un autre sujet aujourd'hui, toujours en direct, sur le digital et les territoires. Vous le savez, il y a une chose d'abord, c'est que les régions ont pris un autre pouvoir, on va dire, sur ce qu'il se passe aujourd'hui sur nos territoires, avec un rôle un peu différent. Et puis il y a aussi le contexte, évidemment, du Covid, qui rabat peut-être un petit peu les cartes d'une meilleure interaction, de nouvelles initiatives. Et on va essayer de creuser un petit peu sur ces sujets-là. C'est tout de suite après ce jingle. À tout de suite.